Bonjour. Dans cette vidéo, nous traiterons du dimensionnement, qui est l'opération de choisir les dimensions à donner pour un élément de structure de telle façon qu'il puisse résister aux efforts qui lui sont soumis et ne pas trop se déformer. Les principes du dimensionnement sont donc d'une part d'assurer la sécurité structurale, c'est-à-dire que l'élément de structure ne se rompe pas sous une utilisation normale, d'autre part que son utilisation justement puisse être faite de manière confortable, par exemple sans qu'il y ait des déformations ou des vibrations exagérées, et puis finalement nous souhaitons construire des structures qui soient économiques, qui ne gaspillent pas inutilement des matériaux et qui puissent se comporter aussi de manière durable. Nous avons deux composantes fondamentales dans les opérations de dimensionnement. D'une part, l'état limite de service. Vous voyez dans l'illustration une toiture qui n'est pas plate et pour laquelle il n'y a pas une évacuation de l'eau qui est prévue. Le résultat, c'est une flaque d'eau qui stagne, qui n'est pas esthétique, dans laquelle peut-être des moustiques pourront se développer et qui a clairement des effets négatifs sur la qualité du comportement. Donc nous voulons limiter les déformations. Et d'autre part, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas quelque chose que nous traiterons dans le cadre de ce cours, mais l'état de service est aussi lié à la limitation des vibrations. Par exemple, si l'on fait une passerelle et que les gens ont peur de s'engager sur cette passerelle parce qu'elle vibre trop, on n'aura pas fait une structure qui est satisfaisante. L'état limite ultime est ELU, alors que l'état limite de service est abrégé ELS. L'état limite ultime s'intéresse à la sécurité structurale. Donc il s'agit absolument d'éviter l'effondrement. Dans l'image que vous voyez ci-dessous, il y avait deux enfants à l'arrière de la voiture. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas tolérer. Nous faisons des métiers dangereux lorsque nous nous occupons de la construction et il est inadmissible qu'une structure que nous avons conçue se comporte de cette manière. Donc il faut absolument éviter l'effondrement et ça veut dire qu'il faudra réfléchir à des scénarios de ruines. Ça peut par exemple être l'impact d'un camion sur la colonne d'un bâtiment pour s'assurer que même dans un tel cas, il n'y aura pas un effondrement et que des gens qui n'ont pas été coupables soient blessés ou pire dans un accident. Donc nous voulons une probabilité très très faible qu'une ruine, un effondrement se produise. Ça se distingue d'ailleurs assez radicalement de l'état limite de service parce que, disons qu'on parle de déformation, est-ce que ça se déforme trop ou juste un tout petit peu trop? C'est quelque chose qui est probablement discutable. Par contre, l'effondrement n'est pas discutable. Nous voulons dans ce qui suit prendre l'exemple d'un ascenseur, parce que c'est un exemple simple qui correspond aux connaissances en matière de structure et d'effort qu'on connaît jusqu'à présent. Donc, dans un ascenseur, on a un câble qui relie l'ascenseur à la partie supérieure du bâtiment et ce câble sert à la fois à faire monter et descendre l'ascenseur, mais aussi à le soutenir et donc à assurer la sécurité des occupants. Alors, réfléchissons un moment, qu'est-ce que ça signifie l'état limite de service pour un ascenseur? C'est clairement pouvoir entrer et sortir facilement de l'ascenseur. Disons que si au moment où l'ascenseur est plein et qu'il arrive à un étage donné, il est 2 ou 3 cm trop bas, il y a un fort risque à parier que les gens vont se prendre les pieds dans le sol à la sortie et ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct pour l'utilisation. Donc on veut que l'ascenseur il arrive assez précisément au niveau de l'étage où on va. À l'inverse, on veut absolument éviter, pour l'état limite, on veut absolument éviter l'effondrement, c'est-à-dire la rupture du câble et évidemment avec comme conséquence le risque de chute de l'ascenseur.
Donc c'est assez clair. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons, avec les outils que nous connaissons, attaquer ce problème. Commençons par l'état limite de service. Je vous rappelle qu'on l'abrège ELS. Nous avons ici mis quelques données sur cet ascenseur. D'abord, nous avons deux éléments dans l'ascenseur. Le poids propre G, qui correspond au poids propre de la cabine. Il nous est donné à 10 kN, c'est-à-dire que le fabricant nous a dit l'ascenseur que nous allons vous livrer va peser 10 kN. Et ensuite, il y a le nombre de personnes qu'on peut mettre dans l'ascenseur. Disons 10 personnes de 80 kg, ça correspond à 800 kg, c'est-à-dire 8 kN de force. Réfléchissons maintenant au cas de la cabine. Il est très facile de régler la cabine lorsqu'elle est vide pour qu'elle s'arrête exactement au niveau des étages, n'est-ce pas? Ce que l'on souhaite, c'est que maintenant, si dans cette cabine vide, on ajoute 10 personnes, donc 8 kN, eh bien cette cabine descende au maximum de ΔL égale 10 mm. On considère que 10 mm, c'est acceptable. Les gens vont quand même lever un petit peu le pied. Et si la cabine est trop haute ou trop basse de 10 mm, alors il n'y aura pas de problème pour l'utilisation de l'ascenseur. Maintenant, il nous faut encore une donnée, c'est la longueur du câble. Et pour cet exercice, nous allons prendre une longueur de 50 mètres. Donc, lorsque la cabine est dans la position arrêtée et qu'elle est vide, elle est à la position 0, et puis elle va descendre de ΔL lorsque on va placer les charges Q à l'intérieur. J'ai mis un seul bonhomme, évidemment il y en aurait une dizaine, et ΔL, nous savons, doit être plus petit ou égal à 10 mm. Comment est-ce que nous pouvons résoudre cela? Eh bien, en utilisant les formules que nous avons vues précédemment. Nous savons que epsilon est égal à ΔL sur L. Alors, ΔL, on le sait, maximum 10 mm, L, 50 mètres, donc on peut calculer epsilon. Ce qu'on sait d'autre part, c'est que E, le module d'élasticité, notre câble, j'ai oublié de le dire, est en acier. Donc le module d'élasticité vaut donc 205 000 newtons par millimètre carré. On le connaît. Il vaut sigma sur epsilon. Alors, epsilon, on le connaît. Vient de l'avoir vu auparavant, mais on ne connaît pas sigma. Donc on peut obtenir sigma égale à E fois epsilon égale à E fois ΔL sur L. Sigma étant la contrainte dans le câble. Comment est-ce qu'on peut l'obtenir? La contrainte dans le câble est égale à l'effort dans le câble divisé par la section du câble. Et c'est donc égal à E fois ΔL sur L. Que vaut N? Dans notre cas, N est égal à la charge des occupants, c'est-à-dire les 8 kN que l'on va ajouter à partir de la position d'arrêt. Le poids de la cabine ne joue pas de rôle dans ce cas-là. Puisqu'on connaît N, qu'est-ce que l'on cherche? On cherche A, et donc on obtient que A est égal à N sur E fois L sur ΔL. Ici, je crois qu'on connaît tout, donc on peut substituer. N vaut 8000 newtons. Il faut faire attention avec les unités. Je vais tout faire en newtons et en millimètres. La longueur vaut donc 50 000 mm, divisé par le module d'élasticité de l'acier qui vaut 205 000 fois la limite de 10 mm. Et tout cela, si je le calcule, ça vaut 195 mm carrés. Maintenant, comment obtenir le diamètre d'un câble dont on connaît la surface? Alors, tout le monde connaît
la surface d'un câble comme pi r carré, pour nous, il est beaucoup plus facile, dans la suite de ce cours, d'utiliser une formule très similaire qui dit que la surface d'un cercle est pi fois le diamètre au carré divisé par 4. Si vous essayez mathématiquement, vous verrez que ça donne pi r carré, mais on n'utilise pas le rayon parce qu'on ne peut pas vraiment mesurer facilement le rayon. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça nous dit que D est égal à 4 fois A sur pi, dont on prend la racine, et ce chiffre vaut environ 16 mm. Donc, pour l'état limite de service, il est nécessaire que le diamètre du câble de l'ascenseur fasse 16 mm. Nous voulons maintenant nous intéresser à l'état limite ultime. Vous vous souvenez du diagramme contrainte déformation idéalisée, avec ici la valeur Fs pour l'acier. Mais il est clair que lorsqu'on achète de l'acier, on ne sait pas s'il va être exactement aussi bon que ce qu'il devrait être. D'autre part, alors c'est très vrai dans le cadre du câble de l'ascenseur, peut-être qu'il va s'user avec le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que le dimensionnement va se passer à un niveau inférieur. On va considérer un matériau qui a le même module, mais dont la résistance FSD, la résistance de dimensionnement FSD est donc égale à la résistance du matériau divisée par un certain gamma M, qui est un facteur partiel de sécurité, qui nous est donné dans les normes, avec des valeurs qui varient suivant le matériau. Pour le cas de l'exemple dont nous allons nous occuper, on va utiliser la valeur FSD de 80 newtons par millimètre carré. Cette valeur est assez basse par rapport à la résistance de l'acier. On verra la résistance de l'acier un petit peu plus tard, mais c'est tout à fait justifié parce qu'il s'agit d'une utilisation dans un ascenseur où l'usure, les charges répétées, des chocs, etc. doivent être pris en compte. Donc nous nous sommes méfiés des matériaux, mais qui n'a jamais essayé de se coincer comme la 9e personne dans un ascenseur qui peut contenir 8 personnes, ou même après la 9e, d'essayer d'être la 10e ou la 11e. On sait que les êtres humains, mais aussi les charges de manière générale, ne tendent pas à respecter ce qui est écrit dans les normes. Donc on va aussi se méfier des charges telles qu'elles nous sont prescrites ou indiquées. Par exemple, dans le cas de l'ascenseur, voilà, le fabricant nous a dit que la cage d'ascenseur allait peser 10 kN. C'est peut-être juste, mais peut-être qu'il a fait une petite erreur, qu'il va devoir utiliser une tôle un petit peu plus épaisse et que tout d'un coup, elle pèsera un petit peu plus. Ou bien, au cours de la vie de l'ascenseur, on va devoir rajouter à bord un extincteur qui pèsera aussi quelque chose. Ou bien, on désirera changer la décoration, remplacer des panneaux d'aluminium, peut-être par des plaques de bois qui peuvent être épaisses et donc très lourdes. Bref, on ne peut pas faire vraiment confiance ni aux charges qui nous sont données, ni aux utilisateurs. Et la façon dont on le fait, cela, c'est qu'on va travailler avec une charge de dimensionnement qui est obtenue en punissant les charges qui nous sont indiquées. Donc la charge de dimensionnement QD, logiquement, elle devrait être la somme du poids propre G et de la charge utile Q, mais en fait, on va punir la charge G par un facteur gamma G et la charge Q par un facteur gamma Q pour tenir compte du fait qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qui va se passer. Gamma G nous est donné dans les normes et de manière assez générale dans les normes européennes, il est gardé partout à 1,35 et de même 1,5 pour gamma Q. Maintenant, j'aimerais quand même préciser que ce n'est pas parce que vous savez ça que vous avez le droit de devenir le 15e à entrer dans un ascenseur pour 10 personnes. Donc à l'état limite ultime, nous avons la charge de dimensionnement QD qui vaut 1,35 fois
les 10 kN du poids de la cabine, plus 1,5 fois les 8 kN du poids des occupants, qui vaut 25,5 kN. Donc on a ici 1,5 Q, 1,35 G, et si on met tout ça ensemble, on obtient une grande charge QD. Pour que notre sous-système soit en équilibre, il est nécessaire d'avoir ici un effort ND de traction dans le câble. Et il nous faut que ND soit nécessairement égal à QD pour que ce sous-système soit en équilibre. Regardons maintenant le côté de la résistance. La résistance nécessaire, c'est R qui doit être plus grand que l'effort ND. Comment est-ce qu'on obtient la résistance? Eh bien, la résistance est égale à la surface de la section de notre câble fois FSD, qui est la contrainte de dimensionnement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour notre cas, on va prendre 80 Newton par millimètre carré. Donc on doit avoir ça qui est plus grand ou égal à QD. On va travailler avec la partie égale, mais évidemment qu'il faudra que la section, respectivement le diamètre du câble qu'on obtienne, soit au minimum la valeur qu'on va obtenir. Nous connaissons FSD, donc nous pouvons écrire que A nécessaire est égal ou supérieur à QD sur FSD, où QD vaut 25 500 newtons et FSD vaut 80 newtons par millimètre carré, soit 319 millimètres carrés. Donc le diamètre qui nous intéresse, c'est 4 fois 319 divisé par pi racine de tout ça, ça vaut environ 20 mm. Donc maintenant, nous avons deux diamètres que nous devons respecter pour notre câble. D'une part, pour l'état limite de service, 16 mm. D'autre part, pour l'état limite, 20 mm. C'est toujours le plus grand des deux diamètres que l'on va prendre, bien entendu. Donc dans notre cas, il nous faudra un câble de diamètre égal ou supérieur à 20 mm pour pouvoir soutenir notre ascenseur. Je précise que c'est plus ou moins par hasard que dans notre cas, c'est l'état limite ultime avec 20 mm qui contrôle au lieu de l'état limite de service avec 16 mm. Ces deux calculs sont indépendants, doivent être faits chaque fois et c'est seulement une fois qu'on a le résultat qu'on pourra savoir ou décider laquelle des deux conditions contrôle le dimensionnement. Dans notre cas, encore une fois, l'état limite ultime. Dans cette leçon sur le dimensionnement, nous avons commencé par les critères de dimensionnement. Nous avons vu qu'il y avait des critères pour l'état limite de service, ELS, d'autres critères pour l'état limite ultime, ELU. Nous avons vu que pour ce dernier état limite, il est nécessaire d'introduire des facteurs de sécurité partiels, gamma M sur les matériaux, ou gamma G et gamma Q pour les charges. Nous allons maintenant procéder à des exercices dans le cadre de cette leçon.